vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette conférence sur Nina Babic. Ah, vous ne saviez pas que c'était une conférence sur Nina Babic? Oui, bah c'était titré La baleine, effectivement, mais c'est elle, la baleine. Enfin, néanmoins, je vous propose que nous l'appelions Nina, tout simplement, parce que je pense que si elle était là, elle préférerait ça. Nina, donc. Nina est surtout connue à cause du scandale sans précédent qu'elle a provoqué délibérément dans le monde de l'art. Mais ça n'est pas passé en première page des journaux, parce que à la même période, Johnny Hallyday mourait. Vous savez comme moi ce que c'est la proximité, il y a des décès de célébrités, ça écrase tout. Et puis, précisons peut-être que ça n'arrangeait pas certaines personnes qu'on s'étale trop sur cette histoire. Enfin bref, passé ce préambule qui n'a pas besoin d'être plus long, je vais maintenant vous raconter toute l'affaire et vous vous ferez votre idée vous-même sur la morale de cette histoire, si toutefois il y en a une. Hein. Donc, à cette époque, Nina a 32 ans. Elle vit à Paris depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis la fin de ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Podgorica. C'est la capitale du Monténégro, oui. Nina est monténégrine. Et dans son cursus, on trouve trace de ses occupations de prédilection. Alors, il y a portrait sur le motif, comme on dit, et puis copies de grands maîtres. Énormément de copies de grands maîtres. Orientaux, occidentaux, anciens, modernes. Et d'ailleurs, un de ses professeurs de l'époque déclare n'avoir jamais connu de copiste plus doué qu'elle. Pourquoi est-elle venue à Paris? On peut supposer qu'à ce moment-là, Paris présente encore l'attrait d'une capitale incontournable quand on veut se faire un nom dans le domaine de l'art à un niveau international et qu'on est une artiste monténégrine. C'est moins loin que New York. Il y a la FIAC, il y a les grandes fondations d'art contemporain, les musées, et même à l'époque quelques galeries et marchands d'art de renom. Alors quoi qu'on en pense aujourd'hui, à l'époque c'est toujours plus the place to be que Podgorica pour l'international. Et quand elle arrive, elle n'a qu'une adresse où aller, celle de Jovan Atanaskovic. Jovan, c'est son cousin. Et comme elle, il a suivi un cursus des beaux-arts. Même si depuis, il est devenu plombier. Oui, parce que tout le monde n'a pas une vocation qui résiste aux fins de mois difficiles. Jovan a 8 ans de plus que Nina. C'est le fils du frère de sa mère. Et donc, il a fait ses études aux Beaux-Arts de Paris, lui, parce qu'il est fils de la branche aisée de la famille. Et même s'il a bifurqué assez vite dans la plomberie, il a gardé des contacts assez étroits avec ses anciens condisciples, qui sont devenus des artistes professionnels, comme il est coutume de dire. Alors, forcément, il présente Nina à toute sa bande de copains, et elle est adoptée immédiatement. Bon, c'est pas un canon, Nina, enfin pas comme certaines de ses compatriotes qui trustent les agences de mannequins. Non, elle est assez petite, de corpulence moyenne, avec un visage ni disgracieux, ni spécialement attrayant. Son regard, sans doute. Son regard évoque quelque chose de fort, d'intense. Et Nina se retrouve donc au sein de ce qu'on ne peut certainement pas appeler une école, parce qu'il y a des figuratifs, des non-figuratifs, des peintres, des sculpteurs, une photographe, mais disons plutôt un groupe d'artistes qui ont un point en commun. Leur travail n'intéresse personne dans le milieu de l'art. Et il faut dire qu'à ce moment-là, c'est plutôt l'art conceptuel qui tient le haut du pavé à Paris. Enfin, l'art conceptuel, on y reviendra tout à l'heure. Bon, en tout cas, c'est un groupe de potes qui s'entraident, se conseillent, s'engueulent, se réconcilient autour d'un plat de spaghettis, je sais. Ça fait cliché, mais ça n'en est pas moins vrai. Alors, pour en revenir à leur manque de succès,
Vous me direz qu'après tout, ils n'ont peut-être aucun talent. Ou que leur inspiration n'exprime rien de nouveau. Ou qu'ils ne sont porteurs d'aucun message philosophique ou politique d'actualité, parce qu'ils préfèrent privilégier une esthétique forcément discutable, puisque ce n'est que la leur. Bon, eux ne pensent pas ça, naturellement, et le public non plus, quand ils ont la chance d'exposer. Un public qui est touché par leur travail, sans pour cela leur acheter grand-chose d'ailleurs, mais ça c'est un invariant bien connu des artistes du premier marché. Plus les gens aiment, moins ils achètent. Alors je viens de parler du premier marché de l'art. Ça laisse supposer qu'il y en a un second. Et c'est exact. Et pour les personnes qui ne sont pas au fait de cette articulation du marché de l'art, j'ai pensé qu'un éclaircissement serait le bienvenu. Et qui mieux que Maxence Servin, critique d'art balois, bien connu du marché de l'art aujourd'hui, pour vous expliquer ce qu'est ce marché de l'art aujourd'hui. Alors, on l'entend interviewé ici par Jeanne Stabler, qui est journaliste pour l'émission Art, qui est présentée sur Kunstblatt TV, la chaîne spécialisée dans l'art contemporain. Notons juste que Jeanne a réalisé cette entrevue peu de temps avant son licenciement d'ailleurs. Maxence Servin, l'art doit-il être beau? Mais pourquoi voulez-vous que l'art soit beau? C'est curieux, cet automatisme. Beaucoup de personnes pensent que sans ça, c'est de l'art de mauvaise qualité, voire que ce n'est pas de l'art. Mais ce n'est pas à eux de le dire. C'est à qui alors? À l'artiste, d'abord. C'est l'artiste qui donne son statut à l'œuvre. En 1917, quand Marcel Duchamp apporte au MoMA de New York un urinoir qu'il a signé et qu'il soit accroché en l'appelant Fontaine, il assume le premier acte d'un art vraiment moderne, c'est-à-dire conceptuel, et il pose définitivement la primauté du regard de l'artiste. Notons d'ailleurs que Duchamp n'était pas un peintre de premier plan, mais qu'il était un remarquable joueur d'échecs, puisque avec ce geste, il tire le tapis sous les pieds de tout le monde après lui. Si je vous suis, depuis Marcel Duchamp, je peux emballer un étron dans une boîte et décider que c'est une œuvre d'art. D'abord, ça s'est déjà fait. Je note d'ailleurs que c'est toujours l'exemple cité. Mais en bref, oui, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez et déclarer que c'est de l'art. Si c'est autorisé par la loi, c'est votre droit. Dans ce cas, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Ou du moins, pourquoi, si je le fais moi ou monsieur tout le monde, ça ne sera pas vu comme une œuvre d'art? Mais parce qu'il n'y a qu'un artiste qui peut le faire et être légitime. C'est l'artiste qui donne à un objet, voire à une action, son statut d'œuvre d'art. C'est donc le statut d'artiste qui donne son statut à l'œuvre. Absolument. Donc, c'est le statut d'artiste qui n'est pas à la portée de tout le monde. Bah, encore heureux. Sinon, imaginez les masses de cochonneries qui envahiraient les galeries produites par ces légions du club du 3e âge et d'art plastique qui fleurissent de nos jours. J'en ai des frissons. Donc, absolument. Bah, donc on ne peut pas se désigner soi-même artiste. Bah, en fait, vous pouvez vous désigner vous-même comme un artiste, mais vous serez la seule à le croire. Avec votre maman aussi, sans doute. Et puis considérez que sans cela, il n'y aurait plus de marché de l'art. Qui le peut dans ce cas? Est-ce que le public, par exemple, peut plébisciter l'œuvre d'un artiste qui ne serait pas labellisé artiste et l'élever ainsi à ce statut? Oh, le public!
D'abord, il a souvent un goût de chiotte, le public. Et puis, il n'est pas formé pour apprécier l'intérêt d'une œuvre. Il aime ou il aime pas. Aimer ou ne pas aimer n'a rien à voir avec la qualité d'une œuvre. Qu'est-ce qui la détermine? Le parcours de l'artiste. Un artiste qui a suivi un cursus, qui travaille depuis longtemps, qui possède une vision claire du travail de ceux qui l'ont précédé, qui a une appréciation critique de ce travail, ce qui le conduit à dépasser ce dernier pour proposer une expression novatrice et pertinente, emprise sur son époque. Donc, imaginons que j'ai étudié aux Beaux-Arts, que je me suis intéressé à tous les mouvements artistiques qui m'ont précédé, que je sais dire précisément ce que je reproche à certains et ce que j'apprécie chez d'autres, et que je peux expliquer ce que je fais aujourd'hui et pourquoi je le fais. Si en plus le public aime mon travail, je suis donc une artiste. Oui. Non. C'est pas si simple. Je suis curieuse de comprendre, expliquez-moi, je vous en prie. Vous savez qu'il existe pas un, mais deux marchés de l'art. Enfin, je suppose que vous savez. Quand quelqu'un décide pour la première fois de vendre une œuvre qu'il a créée, celle-ci entre sur le premier marché. De fait, cette œuvre, si elle est vendue, est généralement destinée à finir sa vie dans un intérieur bourgeois. Enfin, petit bourgeois serait souvent plus juste. Elle ne sera transmise que par le don ou l'héritage, si tant est qu'elle doive l'être. Cela se passe ainsi pour l'écrasante majorité des œuvres produites, qu'elles aient été vendues par un artiste ou par une galerie de seconde zone. La valeur de cette œuvre est donc fixée par l'artiste. Et comme pour n'importe quel bien de consommation, on évalue la quantité de matière première, le format de l'œuvre, le temps passé à sa réalisation, si l'œuvre est plus ou moins léchée, dirons-nous, et aussi le métier de celui qui l'a produite, si c'est bien peint, bien sculpté, bien modelé, ce qui est assez subjectif, convenez-en. Bref, sur le premier marché, une œuvre dépassera rarement les possibilités financières d'un salarié aisé, d'un patron de PME, voire d'une petite mairie de province, ce qui est assez limité. Et bien entendu, le statut de l'artiste suivra la même logique. Il restera limité. C'est un peu sévère, non? J'y peux rien, le marché est fait comme ça. Et le second marché, qu'a-t-il de si différent? Le second marché, c'est autre chose. Je serais tenté de dire que c'est là que l'art commence. L'art avec un grand A, bien sûr. Et avant le second marché, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? Nous dirons que c'est de l'art avec un petit A. Notez que j'ai dit l'art avec un grand A, mais j'aurais pu dire aussi richesse avec un grand R. Parce que nous parlons désormais aussi d'argent. Réfléchissez. Là où vous achetiez de la matière première et du temps, celui que le peintre a passé à peindre et avant ça, celui qu'il a passé à se former, vous allez acheter autre chose maintenant. Vous voyez quoi? Réfléchissez. Le second marché concerne l'achat et la revente d'œuvres déjà vendues auparavant. Donc, vous achetez à présent une œuvre qui a déjà été choisie par d'autres. Et si ces autres sont des marchands d'art internationaux ou des collectionneurs connus, vous achetez une œuvre de plus grande valeur que si vous l'achetiez à l'artiste lui-même. En somme, ce que j'achète plus cher, c'est le goût des autres, c'est ça? Ou plus précisément, le droit de partager le goût de certains autres. Vous simplifiez à outrance. Passons. Ce goût, comme vous dites, porte en lui toute une expérience, une compétence qui vont s'ajouter à celle de l'artiste en propre et lui conférer désormais un statut différent. C'est alors que ces œuvres vont devenir pour d'autres personnes, qui ne comprennent pas forcément grand-chose à l'art, mais beaucoup à l'argent, ces œuvres vont devenir des valeurs ou à investir, puisqu'elles ont déjà été achetées par des gens qui s'y connaissent.
Notez qu'à ce titre, l'art conceptuel a été d'un apport de valeur incalculable pour le second marché. Comme il échappe souvent à l'entendement du commun des mortels et qu'il nécessite pour pouvoir l'apprécier un long apprentissage historique et esthétique, sa valeur n'est déterminable que par un petit nombre de personnes. L'art conceptuel est donc un art de l'entre-soi. Bah, vous êtes gauchiste ou bien? Désolé, mais ce n'est pas le privilège d'un petit milieu conformiste de laisser exposer une banane scotchée sur un mur et de la valoriser 5,2 millions d'euros. Et vous choisissez exprès un exemple clivant, auquel vous ne comprenez rien d'ailleurs. Je ne suis pas sûr que votre rédacteur en chef, que je connais bien, apprécie un tel axe rédactionnel. Vous avez sans doute raison, pardonnez-moi. Il faut nécessairement qu'une telle œuvre ait une qualité qui échappe au grand public, comme vous le nommez. Notons d'ailleurs qu'une grande part de ce public de béotiens se scandalise devant ce genre d'œuvre et devant les prix insensés qu'elles atteignent. Ont-ils tort? Mais qu'ils en pensent qu'ils veulent. Ça n'a strictement aucune importance. Ah oui, pourquoi? Parce que leur jugement est nul. Il est disqualifié d'avance. Et c'est là qu'heureusement, les gens comme moi interviennent. Rappelons que vous êtes critique d'art et expert auprès d'Art Basel et Sotheby's, et que ce sont donc vos jugements qui font la qualité d'une œuvre et le statut de son créateur. Mais pas seulement les miens, mademoiselle. Vous semblez méconnaître l'importance des universitaires, des curateurs d'expositions, des directeurs de musées et de fondations. Tous ces gens de valeur et de savoir reconnus par le milieu et qui évaluent la qualité d'une œuvre, permettant ainsi aux collectionneurs privés et publics de valoriser à juste titre ces œuvres lors des ventes où elles circulent. Par notre culture et notre expérience, nous préservons la noblesse de l'art. Alors, certes, le système est parfois un peu spéculatif sur le plan financier. Mais il est avant tout sur le plan intellectuel. Et après tout, c'est cela qui compte. Et puis, il faut bien soigner l'habillage. On ne va tout de même pas vendre de l'art comme de la lessive. Bien. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Non? Pas tellement. Hein. C'est un peu le but, je pense. Nina, elle, a découvert l'opacité de ce système, à la dure. À travers un affront et une trahison. Bon, nous y arrivons maintenant. Ayant peint beaucoup de portraits durant ses études, originaux ou copiés, Nina commence par peindre des portraits, avec beaucoup de poésie et un peu de naïveté, il faut bien le dire. Parce qu'elle ne cherche pas à faire le portrait de ses amis ou de célébrités, non, elle choisit des inconnus. Elle ne les peint pas dans un atelier ou dans les salons, non. Elle les peint dans la rue. Et pas n'importe qui, hein. Pas n'importe quels inconnus. Les sans nom, sans domicile, sans avenir, sans voix, sans chaleur, bah, sans rien. Et donc ceux qu'on ne voit pas et qui ne se voient plus non plus. Alors on la jugera peut-être prétentieuse ou naïve, mais elle se dit qu'elle va leur redonner un visage qu'on regarderait, et puis aussi que cette image un jour, elle vaudra peut-être très cher, et qu'alors cet argent, elle leur fera redescendre. Oui, c'est sa vision à elle, encore une fois très naïve, du ruissellement économique cher aux libéraux. Dans ses pérégrinations entre squat, foyer, gare, si elle ne s'est pas encore fait un nom, elle a fini par se faire un surnom. Parce que comme elle traîne en parka de l'armée allemande et qu'elle se coiffe avec un béret vert pour la zone des junkies, prostituées, SDF, elle est devenue la Légion. Et c'est dans ces circonstances qu'elle croise le chemin de Stan et Booby. Alors Stan et Booby, bon, eux, ils se disent artistes performeurs.
un peu dealer, un peu prostituée, et très toxicomane. Stan, le danseur poète, et Booby, son égérie, contrebassiste, rôde souvent dans le quartier Beaubourg, entre le boulevard Sébastopol, les Halles et la place Georges Pompidou, qui abrite le musée du même nom. Et la galerie Marquand. À cette époque, une des galeries majeures à Paris pour l'art contemporain. Et Sybille Marquand les connaît bien, Stan et Booby, malgré leur différence de milieu social évidente. Elle leur donne de temps en temps un petit coup de main, enfin c'est elle qui le dit. Elle prend un café avec eux, certains parlent de rapports plus commerciaux et enneigés. Bon, enfin c'est pas notre objet. Hein. Bref, un beau jour, Nina est en train de portraitiser Stan et Booby lorsque Sybille Marquand, propriétaire de la galerie éponyme, comme on dit, remarque le groupe devant sa galerie. Alors, déjà, elle dissuade la sécurité privée payée par les commerçants de la place de les virer, et puis elle vient discuter avec eux. Et puis elle invite toute la petite bande aux Chinois du coin. On sympathise, on rigole. Nina raconte un peu son histoire. Et Sybille regarde un peu son travail. Et on finit en boîte à boire du champagne et à renifler diverses choses. Et en fin de soirée, Sybille propose à Nina de venir la voir le lendemain à la galerie parce qu'elle a une proposition à lui faire. On imagine sans peine la tempête qui sévit sous le crâne de Nina parce qu'elle sait parfaitement qui est Sybille et qu'elle a parfaitement compris que c'est peut-être la chance de sa vie. Et c'est ce qu'elle raconte à Québrac lorsqu'elle rentre rue des Cascades au squat où ils habitent tous les deux depuis que Nina s'est fâchée avec Yovan, peu de temps après avoir connu Québrac d'ailleurs. Bon alors Québrac, qu'est-ce que dire? Et d'abord qui se cache sous ce pseudonyme un peu provocateur, Québrac. Kevin Brassard, qui est tagueur. Ah non, pas graffeur, hein, tagueur. Et il tient à ce distinguo, Québrac. Parce que lui, il n'est pas du genre à faire des jolis dessins pour Bobo en mal de jeunesse sur des murs bien propres. Non. Non, lui, il signe son pseudonyme, un point, c'est tout. Toujours le même taille, dans la même calligraphie, même couleur, seuls les endroits changent. Ses supports les plus temporaires sont les abribus, par exemple, ou les vitrines de magasins, ou les flancs de bus d'ailleurs, ce sont aussi les plus risqués. Sinon, les ponts du périphérique, les bâtiments frappés d'insalubrité, et voire quelques monuments sont ses terrains d'expression habituels. Parce qu'en fait, Québrac marque son territoire. Mais pas comme un gangsta, hein, comme il le précise plus tard dans un de ses catalogues d'exposition. Non, non, en tant qu'artiste, il prend artistiquement possession de Paris. C'est-à-dire que son territoire, c'est Paris, et il y appose sa marque. Et il l'élève ainsi au rang d'œuvre d'art. Bon, admettons quand même que c'est une activité qui ne lui prend pas tout son temps. Soyons justes. Et donc il s'est institué parallèlement agent de Nina. Alors il n'a pas une idée très claire du métier, ni de ses règles, ni du milieu, ni de ses codes. Mais il est doté d'un culot à toute épreuve. Et donc il décide qu'il accompagnera Nina le lendemain au rendez-vous chez La Marquand, histoire qu'elle ne se fasse pas ken. Bon alors est-ce que Nina est d'accord? Il semble qu'elle n'ait pas vraiment eu son mot à dire. Et le lendemain, elle est assez étonnée de voir apparaître son agent sous ses plus beaux atours, un Teddy noir et blanc signé Lakers qu'il a ramené de LA et qu'il ne met que dans les grandes occasions parce qu'il a peur de se le faire faucher dans les squats. La casquette de baseball, de taille trop grande pour pouvoir rentrer les oreilles. Et puis une paire de baskets Nike Air signées Valentino qu'il a emprunté à Chappie, un pote. Nina, elle est à son ordinaire. Et elle s'étonne de ce brusque accès d'élégance canaille. Elle n'est pas au bout de ses surprises. Quand nous sommes retournés du côté de Beaubourg, nous avons retrouvé Booby, mais sans Stan, malheureusement, parce que Stan a fait une overdose il y a 1 an.
Et Boubi n'a pas fait de difficulté pour parler du bon vieux temps parce qu'elle aimait vraiment bien Nina. Et le soir de ce rendez-vous, ils étaient à la galerie. Pourquoi? Bon, c'est pas l'objet de notre enquête, enfin pas de la nôtre. Nina, elle nous respectait, tu vois. Elle n'avait pas de... Elle n'avait pas de préjugés, en fait. Stan, il l'appelait la Légion, à cause de son béret vert. Ça la faisait marrer. On aimait bien quand elle zonnait dans le coin, à dessiner ou peindre toute la raya de Paname, tu vois. On se prenait des bières ensemble. Elle touchait pas la dope, rien. Ni la fume, ni la coke, ni le bourrin. Des fois, on voulait la faire tourner, gratos, hein. Quand on avait de la bonne, tu vois, mais elle voulait jamais. Sa dope, c'était la peinture. La bière, un peu. Elle riait tout le temps. Elle riait tout le temps, tu vois. Après, ça s'est gâté avec l'autre empaffé, là. Son mec. Enfin, son mec. Plutôt son Mac. Ce soir-là, tu vois, le soir où elle est allée chez Sibylle, 2 jours avant, elle nous tirait le portrait à Stan et moi. C'était pas la première fois, hein, mais là, Sibylle, elle se pointe. Elle venait voir si on n'avait pas un truc, tu vois. Bah, des fois, elle se farcissait un peu. Et puis, elle en achetait pour ses artistes à elle. Il faut dire que Stan, il avait un plan cool. Un attaché d'ambassade, jamais d'embrouille, bien servi, pas de malaise. Sibylle, elle savait qu'on la niquait pas, tu vois. On la niquait pas. Ah ouais. Qu'est-ce que je disais? Ah ouais. Ce soir-là, nous, on était là avec Stan, on avait un truc pour elle. Et Nina, elle se pointe avec l'autre tagueur de mes deux. Là, elle avait un rendez-vous pour présenter son travail comme artiste, tu vois. Et l'autre, il lui ferme l'angle direct, tu vois. Elle vient pour rencontrer Sibylle et le Québrac, et il lui ferme l'angle. Elle ne pouvait pas en placer une. Et Sibylle, direct, elle se branche avec l'autre. Direct, tu vois. Et l'autre bâtard, il est là à bien ouvrir son jeu, tu vois. Pas gêné. Nina, elle savait pas quoi faire, pas quoi dire. Avec Stan, on voyait ça comme à l'autre. Mais Nina, elle comprenait pas, tu vois. Alors après, quand Sibylle a fermé la galerie pour se barrer en soirée et qu'elle a embarqué Québrac, c'était plié signé, tu vois. Plié signé. Nina, t'aurais dit qu'elle avait pris le toit sur la tête, tu vois. J'arrivais pas à la laisser là. J'avais peur qu'elle fasse une connerie, mais avec Stan, on avait un plan. On devait aller la servir, on devait servir une grosse soirée dans le 5e. Et Stan, il disait qu'on nous attendait là-bas et qu'on pouvait rien pour elle. Alors finalement, on est parti. On avait un plan, tu vois, il fallait qu'on livre. Mais c'était dur. C'était dur. Le lendemain, on ne l'a pas revue. Ni la semaine qui a suivi. Et puis un jour, je la vois dans la galerie de Sibylle. Je comprenais rien, tu vois. Moi, tu m'aurais fait ça avec Stan. Mais je te découpais au cutter. Mais elle, ça glissait.
comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Elle nous a dit que Sibylle l'avait embauchée, mais pas comme artiste en fait, comme assistante en fait. Un peu comme Boniche, tu vois. C'est à partir de là qu'elle a changé, tu vois. Plus de dessin, plus de peinture. Elle s'est mise à tiser grave. Et la boulimie aussi. Wow. J'ai jamais vu quelqu'un bouffer autant. Comme si elle cherchait, je sais pas, comme s'il fallait qu'on la voie mieux peut-être. Sibylle, ça la rendait dingue. Elle gueulait après Nina, elle disait qu'une grosse comme ça lui pourrissait l'image de sa galerie. Je sais pas pourquoi elle la virait pas. Peut-être qu'elle avait un peu honte. C'est là qu'avec Kebra, ils se sont mis à l'appeler la baleine. Bon, bah, vous savez maintenant pourquoi on l'appelait comme ça. Oui, c'est pas très gentil, ni très malin, ni très humain. Bref. Nina ne peint plus. Elle se détruit consciencieusement. Elle travaille pour la femme qui lui a pris son amant, qui a brisé son ambition. Elle a sans doute une estime de soi au-dessous de zéro. Mais à un moment, sans doute s'est-elle mise à digérer tout ça, tout ce cynisme, à l'assimiler et à s'en servir pour forger sa revanche. Il a fallu se donner vraiment beaucoup de mal pour retrouver sa trace à l'époque, parce qu'on ne la voyait plus dans les cocktails ni dans les lieux à la mode qu'elle fréquentait encore quelques mois auparavant. Nous ne savions même pas où elle habitait. Et c'est Yovan qui nous a aidés, le brave Yovan, qui à l'époque a appris que sa petite cousine allait mal. Alors il est venu, il lui a trouvé un petit studio dans ses moyens, parce que moyens très limités, il faut bien se dire que la belle Sibylle n'était pas des plus généreuses. Alors une fois que nous avions trouvé l'adresse du studio, nous avons retrouvé ce qui était devenu sa cantine, au soleil de Belgrade. Café-restaurant, tenu par un Yougoslave, atterri là quand Tito était encore au pouvoir. Elle venait là pour y entendre sa langue, sans doute, y parler du pays peut-être, peut-être aussi pour y retrouver un peu de sa propre jeunesse. Et dans tous les bars de la Terre, des gens qui a priori n'ont rien à voir ensemble, se lient parfois, je dirais pas d'amitié, non, mais c'est presque plus intime. Parce que vous montrez là ce que vous ne montrez pas ailleurs. Et Nina Babic va croiser là le chemin d'Alexis Medjak. 30 ans de plus qu'elle. Ancien chimiste dans les peintures, et pourtant il n'a jamais point quoi que ce soit d'autre que sa cuisine ou son salon. Mais il sait boire en silence et parfois écouter, sans rien attendre. Nina lui parle, il écoute. Et un jour, il va lui donner, sans le savoir, l'arme qui lui manquait. Alors Alexis jure qu'il n'a jamais revu Nina depuis cette époque. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, il se souvient très bien de leur première rencontre. J'ai fait mes études à Moscou. Alors j'ai d'abord travaillé pour les Russes. Pendant 5 ans après mes études. J'étais dans les usines d'armement à Chovot, en Sibérie. On faisait des peintures pour les chars, très résistants, très solides. À l'époque, les matériels russes n'étaient plus très bons. On disait que les chars T-90 tenaient grâce à nos peintures. Après, il y a eu Glasnost, Perestroïka, et l'URSS a disparu.
Alors je suis rentré chez nous. Mais j'avais quitté la Yougoslavie de Tito, et là j'aurais trouvé une république serbe de Bosnie. J'avais du mal à m'y faire. Et puis tout de suite, il y a eu la guerre. Et je ne voulais pas faire une guerre où l'on tue ses voisins pour le compte d'autres voisins. Donc j'ai dû partir. Je suis arrivé en Moselle avec mon diplôme de chimiste. Il y avait encore du travail en France à l'époque. Je suis rentré chez Dussart et Delafont, une petite société qui travaillait pour les peintures axonomènes. Ils étaient intéressés par des peintures à séchage rapide, capables de tenir sur des fonds déjà couverts. Avec les chars, j'avais appris à développer ça. Quand M. Dussart est mort, Delafont a voulu revendre, mais Axo n'était pas intéressé. Finalement, il a revendu à des Italiens. Ils avaient une autre approche, plus moderne. Ils rachetaient des sociétés partout en Europe pour les brevets. Comme j'en avais déposé 6 en à peine 7 ans, ils m'ont racheté avec. Toujours vieux garçon. Je n'avais plus envie de travailler pour des armes ou des voitures. Magnani, qui m'avait embauché, a ouvert un département de produits pour les artistes. Ça m'a plu. J'ai dirigé le département 10 ans, jusqu'en 2012. J'ai créé de belles formules, mais c'est ma dernière invention qui m'a coûté ma place. Je lui avais donné un joli nom pourtant, Aurora. J'ai été mis à la porte, monsieur, pour une seule erreur, en 25 ans de carrière. Après ça, je suis revenu en France, à Paris. Le marché de l'emploi n'était plus le même. J'ai dû accepter des remplacements comme laborantin et d'autres boulots du même genre. Je ne connaissais personne à Paris. Puis un jour, en me promenant, j'entends parler serbe et je découvre le soleil de Belgrade. Je suis entré. Ça m'a ramené 35 ans en arrière. Après, j'y venais tous les jours. Je ne parlais quasiment à personne. Je buvais. Ça me suffisait. Et puis un jour, il y a cette grosse fille qui entre, qui demande un verre de rakia. C'est comme ça qu'on appelle l'eau de vie par chez nous. Le patron lui répond en serbe qu'il ne vend pas ça parce qu'il ne veut pas d'ennui. Et elle lui répond en serbe que dans ce cas-là, il vaudrait mieux qu'il change le nom de son bistrot pour l'appeler la couille molle de Belgrade. Ça aurait pu mal tourner, mais les autres clients étaient pliés de rire. Et surtout, Marco, un grand type à l'air pas commode, a dit au patron de la servir sur son compte. Marco, on ne le contrariait pas. Alors elle boit cul sec et elle dit « Maintenant, c'est ma tournée ». C'était Nina. Après, elle était comme chez elle. Elle avait passé l'examen. Elle venait tous les jours. Elle arrivait vers 6h, 6h30, et on repartait tous à la fermeture, vers 11h. Des fois plus tard, quand le patron fermait le rideau et gardait les habitués. Ça parlait serbe, ça jouait aux cartes. Ça s'engueulait très fort des fois. Mais toujours le grand Marco calmait les bagarres et réglait les histoires. Si Nina était grosse. Oh oui, monsieur. Vraiment très grosse. Énorme. Quand elle riait, son rire gargouillait dans sa gorge et elle finissait comme un souffle. Mais elle était si drôle et si gentille qu'on oubliait son physique et qu'on ne regardait que son sourire. Mais il faut dire aussi qu'elle était étrange. Quand elle avait beaucoup bu, elle disait qu'elle était putain, mais une putain qui ne couchait pas. C'est ce qu'elle disait. Ça surprenait beaucoup Marco, qui s'y connaissait bien au putain.
une nuit de Noël. Plutôt un matin, parce qu'il devait être 5 ou 6 heures. Tout le monde était parti, sauf moi, Nina et Marco, et le patron qui dormait dans un coin. Nous, on continuait à boire et à se raconter nos vies. Marco a parlé de la guerre et des saloperies qu'il avait faites, qu'il avait vu faire. Et il a pleuré devant nous. Alors Nina a raconté la trahison de son ami et de la femme de la galerie. Et Marco a dit qu'elle devait se venger. Il était très en colère pour Nina. Je crois qu'il l'aimait un peu, sans oser se le dire. Alors pour changer l'ambiance, moi j'ai raconté l'énorme connerie qui avait mis fin à ma carrière de chimiste. On a bien rigolé. J'étais un spécialiste des polymères. Aurora, ma peinture, comporte une base polymérique qui accélère le séchage sans provoquer de retrait, qui risque d'arracher la couche inférieure. On peut recouvrir ce qu'on veut avec une peinture comme ça. On peut restaurer. On peut créer un nouveau tableau sur une toile déjà peinte. Aurora peut servir d'après ou de base liante pour mélanger à des pigments. On peut charger la couche comme avec une acrylique ou faire des glacis fins comme à l'huile. J'avais travaillé aussi sur des inclusions d'oxyde de titane qui polarisaient la lumière sous certains angles. C'était beau. Une peinture du futur. On l'a commercialisée en août 2012. 2 mois plus tard, en octobre, les premiers procès ont commencé à s'enchaîner. Les tableaux peints avec Aurora s'effritaient d'un coup et ne laissaient que la toile nue ou la peinture recouverte si la toile utilisée n'était pas vierge. Pourquoi? On a mis longtemps à comprendre. Et c'est presque par hasard qu'on s'est aperçu que les molécules d'oxyde de titane entraient en résonance avec les sons de fréquence proche de 300 Hz, la fréquence de la voix humaine. Si on parlait trop fort devant l'étoile, les atomes d'oxyde se mettaient à vibrer et en vibrant, ils détruisaient les liaisons entre les molécules du liant polymère. Du coup, l'étoile s'effritait d'un coup. Quand c'est arrivé à 2 peintres connus qui avaient les moyens de se payer de bons avocats, c'est devenu dramatique. Magnani a préféré débosser le brillant après le 3e procès perdu, mais il m'avait déjà viré depuis longtemps. Avant de partir, j'ai essayé d'arranger la formule, mais le seul résultat que j'ai réussi à obtenir, c'est de faire baisser la fréquence d'entrée en résonance à 17 Hz, exactement. Une fréquence si basse qu'elle est presque inaudible pour l'oreille humaine et qu'on ne la rencontre quasiment jamais, sur Terre du moins. On en a ri aux larmes, Nina, Marco et moi. Et puis le lendemain, Nina m'a demandé si on pouvait encore s'en procurer. Je suis conscient que tout ce qui a précédé était un peu long, tortueux, mais nous étions bien obligés d'en passer par là pour comprendre le pourquoi et le comment. Vous commencez à discerner le pourquoi. Alors pour mieux comprendre le comment, je vous laisse maintenant en compagnie de Madame Claire Lorger-Brun, présidente du tribunal correctionnel de Créteil, et de Monsieur Kevin Brassard, dit Kébrac, prévenu dans une affaire de faux et de destruction d'œuvres d'art. Ce qui est assez paradoxal, j'en conviens, mais vous allez comprendre bientôt pourquoi. Et c'est ce qui donne toute sa singularité à cette affaire. Bien. Monsieur Brassard, pouvez-vous nous retracer la succession d'événements qui vous ont conduit avec Madame Marco
Et mademoiselle Babic a imaginé la tromperie à l'origine de l'œuvre concernée. Non mais vas-y, attendez là. Monsieur Brassard, vous n'êtes pas ici dans un squat. Si vous vous adressez à moi, c'est Madame la juge. De plus, vous ne commencez pas votre déposition en contestant ce que je vous dis. Je vous rappelle qu'il y a des faits précis qui vous sont reprochés, ainsi qu'à vos complices, que ces faits peuvent vous valoir 5 ans de prison et 375 000 € d'amende en tant que receleur. Alors, si vous souhaitez continuer à jouer les gangstas, comme je crois que vous appelez ça, un peu de patience. Vous allez peut-être bientôt trouver un public plus réceptif à votre performance. Maintenant, la durée de cette performance dépendra de vos réponses. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, madame la juge. Donc, je vous repose ma question. Pouvez-vous nous retracer la succession d'événements qui vous ont conduit, avec madame Marquand et mademoiselle Babic, à imaginer commettre ce faux? C'était au vernissage de l'abeille. Cette espèce de flambeur. Traduction. J'avais trop bu. En plus, Marquant la chienne, elle se taille avec le baltringue. Langage. Je me sentais déprimé. En raison de la trahison de Sibylle Marquand, qui avait été ma maîtresse et qui me laissait tomber pour un autre artiste. Et c'était votre seul sujet d'angoisse. Artistiquement aussi. Je sentais que j'étais en perte de vitesse. Panne d'inspiration. Non, les ventes. Ah, bien sûr. Où avais-je la tête? Rappelez-nous la nature de votre expression artistique. Bon, moi, je suis tagueur. Alors, je tag, quoi. Parlez-nous de la nature du support de vos tags. Au départ, c'était une idée de Sissi, elle... Qui Sibylle. Je l'appelais comme ça. C'est elle qui a eu l'idée au départ. Quand je suis entré dans son écurie, elle a trouvé que le tag, c'était un peu limité. Pour les personnes qui l'ignoreraient, expliquez-nous le tag. C'est comme une signature, une marque de reconnaissance, quoi. Toujours la même. Bah, sinon, il n'y a plus de reconnaissance. On comprend qu'elle ait trouvé sa limité. Ah ouais, mais attention, c'est jamais au même endroit, hein. Des fois, c'est dans des endroits pas évidents, dangereux ou un peu interdits, quoi. Un peu interdit. Comme la façade du commissariat du 12e. Ah ouais, mais j'ai déjà été condamné, là. Ah, je sais. On ne vous reproche rien. Mais je comprends que ce soit difficile à exposer dans une galerie. Quand c'est dans une friche, on coupe un bout du mur. Mais bon, c'est vrai que c'est pas pratique. C'est comme ça que Sibylle a eu l'idée de taguer des objets chers ou un peu scandale. Un peu scandale. Je vois des sacs à main de luxe, des voitures, Ferrari, Porsche, un piano à queue et même des sextoys. Ah tiens, il y a eu une action en justice au sujet des sextoys. Et pourquoi ça? La peinture, elle tenait pas bien dessus, alors... Ah oui, je vois. Bref, tout le monde s'arrache vos œuvres. Et pourquoi soudain cela ne marche-t-il plus? Si, elle disait que j'étais plus assez transgressif. Que s'attaquer au luxe, ça suffisait plus. Les gens, ils battaient plus. Langage. Ils étaient plus assez choqués. Elle disait que c'était mieux de s'attaquer à l'autorité et à la morale. Et moi, je voulais plus d'emmerde. D'ennui avec la loi. Je suis respecté de la loi, tout ça. Alors, vous avez choisi une autre forme d'autorité, celle du monde de l'art. Et pour ça, vous avez choisi de vous attaquer à des œuvres d'autres artistes, c'est bien ça? Je les ai pas attaqués, hein, et on les achetait. Pour pouvoir les dégrader en étalant votre tag sur toute la surface. Faut pas dire ça. Je les dégradais pas. Je leur donnais de la valeur, quoi. Ah, tiens, expliquez-nous. Bah, c'est Duchamp qui l'a dit. Je vois pas ce que Marcel Duchamp a à voir là-dedans. Duchamp. Il a dit que c'est l'artiste qui désigne l'objet comme œuvre d'art en la signant. Moi, je suis un artiste reconnu. Alors je l'ai fait avec les Porsche, le piano, les vibros, tout ça. Et ça a pris de la valeur, quoi. Quand je mets ma signature, je crée une œuvre d'art, quoi. Je vois, oui. Là, ce qui était encore plus fort, c'est que c'était déjà des trucs qui étaient des œuvres d'art. Mais en fait, elles étaient moins œuvres d'art avant que je les tague. Trop fort, non? Mais bon, on n'arrivait pas à monter à l'étage. L'étage. Ouais, l'étage du cash. Vous restiez cantonné à des œuvres dont la cote vous semblait insuffisante. C'est ça. Bah ouais, c'est pourtant clair. Vous auriez pu vous contenter de la catégorie des œuvres intermédiaires. Et on a sa fierté tout de même. Pour résumer, vous taguez des œuvres mineures et votre code personnel leur confère un surcroît de valeur sans que vous ayez
à les créer vous-même. C'est ça. Mais vous estimez néanmoins que ce n'est pas suffisant. Cependant, Madame Marquand, qui finance l'achat des œuvres, hésite à prendre un risque avec des œuvres plus chères. C'est ça. C'est ça. Et c'est là qu'intervient Nina Babic. Ouais, la baleine. Plaît-il? La baleine. C'est comme ça qu'on l'appelait, Sissi et pourquoi moi. Vous l'avez déjà vue, non? Non. Nous la recherchons activement, mais il semble qu'elle ait quitté le territoire. Un mandat international a été délivré à son encontre. Je n'ai que des photos. En photo, vous avez bien vu le monstre. Sur ces photos, il n'y a rien qui justifie l'emploi de ce genre de sobriquet. Elle montre une personne de corpulence moyenne. Ah ouais, mais après, elle a au moins triplé de volume. C'est une baleine maintenant, quoi. Néanmoins, dans l'enceinte de ce tribunal, vous utiliserez son nom. Ce genre de sobriquet insultant n'est plus toléré de nos jours. D'ailleurs, qui le lui a donné? Sissi, elle pouvait pas l'encadrer. Elle utilisait pourtant ses services en tant qu'assistante. Ça n'a rien à voir. On peut employer des gens qu'on n'aime pas, s'ils font bien le job, quoi. Bref, qu'est-ce qui s'est dit entre vous et Nina Babic à la Galerie Marquand le 5 novembre 2017, soit un mois avant le vernissage de Versailles? J'étais fracasse. Pardon. J'étais ivre. Déprimé. Et Nina est venue me demander ce qui n'allait pas. Vous avez eu une relation avec mademoiselle Babic pendant 2 ans, je crois? Presque 3. Quand elle est arrivée en France, elle zonait pas mal dans les squats. Les foyers, dans la rue. Et moi, je tapais pas mal dans les mêmes coins. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Des portraits à la con. Elle demandait à des inconnus de poser pour elle. Des SDF, des toxicos et d'autres rebuts du genre, quoi. Et je la trouvais plutôt bonne à l'époque. C'est après que tout s'est gâté. Après que vous l'ayez quittée pour Madame Marquand et que cette dernière l'ait recrutée non comme artiste, mais comme femme à tout faire, Style genre. Ouais, à peu près ça. il y a eu des scènes entre vous ou avec Sibylle Marquand? Non, c'était même... On aurait dit que rien s'était passé. Elle a jamais pété un câble ou envoyé des vents. Comme si ça la touchait pas. Sauf qu'elle a commencé à prendre du poids, c'est ça? Prendre du poids? Oh, mort de rire. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle s'est mise à bouffer comme une grosse... Trop quoi, voyez. Elle pouvait s'envoyer 2 whoopers et après un kebab et finir avec un plateau de pâtisserie orientale, quoi. Et rebouffer à 4 heures. Pousse le coca. Mais pas diet, frère. Hein. Du hard, plein de sucre. C'est pour ça que Sissi, elle l'avait dans le viseur. Elle affichait pas classe pour la galerie où il y avait des vioques et des tarles... Des mecs un peu snob qui passent tout le temps. Revenons au 5 novembre 2017. J'avais bu. Tout le monde se tire. On reste avec la balle. Avec Nina. D'habitude, elle buvait pas, mais là, elle se sert une zoubro de malheur, frère. Ah, langage. Une grande vodka, quoi. Moi, j'étais à mon 8e single malt. Monsieur Brassard, nous ne sommes pas là pour un contrôle d'alcoolémie ou l'établissement d'un record au Guinness Book. Restez centrés, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. C'était pour que vous voyiez bien l'ambiance, quoi. Nous voyons parfaitement. Que vous a-t-elle dit ce jour-là? Elle m'a fait, qu'est-ce qui va pas? Moi, je lui fais, qu'est-ce que t'en as à foutre? Elle me fait, je m'intéresse à toi. Je lui fais carrément. Vous ne pouvez pas résumer un peu là, parce qu'on y est encore dans 2 jours à ce rythme-là et la qualité de dialogue n'y est pas. Hein. Donc, elle vous a proposé de vous aider, c'est ça? Oui, Gratuitement. elle voulait 10%. De quoi? Du prix de vente. Et qu'est-ce qu'elle faisait pour ce prix-là? Un faux tableau cher. Nous y voilà. Et donc, Sibylle Marquand trouve en la personne de Werner Parnot un collectionneur prêt à acheter un pseudo Jeff Klum, puis à le soumettre à votre performance, dans le but de créer ainsi une nouvelle œuvre plus chère que la précédente. Combien pensez-vous en tirer? Art Basel pensait qu'on pouvait atteindre les 50 patates. Ils étaient super excited, quoi. Donc, vous-même et Sibylle Marquand, à grand renfort de publicité, vous convoquez le tout Paris et les ténors du milieu à votre grand-messe. Le tagage en direct d'une toile de Jeff Koons, achetée 15 millions de dollars par un collectionneur mondialement connu. Performance suivie le soir même d'une mise aux enchères internationales pour cette œuvre unique. C'est bien ça. En substance, oui. En substance, êtes-vous bien habitué à ce registre de langage, monsieur Brassard? N'allez pas vous casser quelque chose. Bien. Qui a choisi l'artiste? Nina.
Mais Sissi pouvait dire non si elle le sentait pas. Sissi, elle voulait un peintre bien coté, mais genre pas trop ancien, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, genre scientifique, Bah, voyez. précisez. Elle pouvait pas prendre un peintre de la Renaissance, ou même un impressionniste, par exemple. Parce que les rayons X et tout ça, ça aurait tout calculé illico. Il fallait un mec mort, quand même. Pour pouvoir dire que c'était un tableau inconnu, et que le mec, il peut pas dire le contraire. D'où le choix de Jeff Koons, côté au plus haut, et qui venait de décéder. Bah ouais, il venait de canner, de mourir. Et puis il a peint seulement au début de sa carrière. Enfin, il faisait peindre par d'autres, mais c'est lui qui signait. Et donc une œuvre précoce, ça rendait le truc plus rond. Parce qu'il a arrêté après pour faire les hippogonflables, les dindons d'acier et tout ça. Oh, les wagons de mailles qu'il a pris. C'est pour ça qu'on a choisi sa première série, qu'il a fait connaître. Look My On va Downside. préciser la nature de ses œuvres. C'était des autoportraits hyper réalistes. Enfin, pas vraiment des portraits. Enfin, je sais pas si... C'est quoi? Bah, si c'est un autoportrait, vu que c'est pas son visage, Qu'est-ce quoi. que c'est? Ah, non, non. Et vous allez encore me dire langage et tout ça. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est son cul, quoi. Et même le centre du cul. Hein. Et c'est pas de ma faute. On comprend mieux le titre de la performance. Fondement de l'art contemporain. C'est plutôt bien vu. Ah, c'est Nina qui l'a trouvé. Avec Sissi, on a flippé notre race jusqu'au dernier moment. Vu que Nina a livré le tableau que 3 jours avant la performance à Versailles. Et qu'il fallait d'abord le faire partir à New York, chez Grossarian, pour mieux embrouiller Werner Barnault. Je ne vais pas vous surprendre beaucoup en vous disant que lors de cette performance très médiatisée, très convoitée, les 4 dernières entrées disponibles se sont, paraît-il, négociées à 22 000 € pièce. Le tout Paris de l'art et même le tout monde de l'art étaient présents pour vivre en communion ce nouvel avatar du progrès artistique continu et obligatoire. La conceptualisation artistique d'une déjà œuvre d'art. Et pas n'importe laquelle. Puisque elle appartenait depuis la veille à M. Werner Barnault, qui en avait fait l'acquisition auprès de Saul Grossarian, marchand d'art new-yorkais, et en la circonstance complice discret de Mme Marquand, comme l'a établi l'enquête. Et donc le tout pour la modique somme de 15 millions de dollars. Ah bah n'ouvrez pas de grands yeux quand je dis modique somme. Songez plutôt que le célèbre dindon d'acier du même Jeff Koons, artiste milliardaire et en complet veston, s'est vendu 91 millions de dollars. Donc M. Barnault n'a d'ailleurs pas été inquiété dans cette affaire car sa bonne foi et son statut de victime ont été établis. À ce titre, il était même partie civile dans le procès Babitsch-Marquand-Brassard. Bon, en revanche, sa crédibilité de collectionneur s'en est trouvée un peu écornée. Mais revenons à notre performance du 7 décembre 2017. Et notez bien cette date. C'est 2 jours après la mort de Johnny. Ça vous explique qu'on en est peu parlé. Donc imaginez, on a loué la galerie des glaces du château de Versailles. Le service traiteur est assuré par Dalloyau, qui pour l'anecdote était déjà le traiteur de Louis XIV au XVIIe siècle. L'ambiance sonore est assurée en direct par DJ Pouf, reine de l'électro et des nuits parisiennes. Le feu d'artifice, en revanche, sera sonorisé par la galerie Marquand. Ce qui veut dire en fait Nina. L'arrivée de Kebrac est saluée par une ovation. Le rituel, toujours très important lors des performances, a été réglé par la galerie Marquand. Et là encore, c'est Nina qui s'en est chargée. On ne le saura qu'après. Le tableau de Jeff Koons est exposé sur un chevalet de cristal, lui-même érigé sur un podium en plexiglas éclairé de mauve depuis l'intérieur, et auquel on accède par 3 marches en plexiglas rétro-éclairé également. Kebrac est habillé fort élégamment d'un smoking mauve, et il est coiffé de son inamovible casquette de baseball, et il a chaussé ses Nike Air, of course. C'est Kiki, mannequin vedette égérie de Dior,
qui lui apporte sur un coussin de satin noir son marqueur spécial, pointe de 2 pouces, encre noire couvrante, le tout dans un corps en bambou laqué or. La musique s'arrête. Kebrac se saisit de son marqueur, il monte les marches, il se tient un moment méditatif devant son défi, puis il arrache d'un geste sûr le capuchon de son marqueur et tout aussi sûrement, il étale à large geste son tag en diagonale montante sur la totalité du tableau. Tonnerre l'applaudissement, quoi. Une nouvelle œuvre d'art est née d'une œuvre d'art, à la fois sainte et sacrilège. On s'embrasse presque, on se congratule en tout cas. Et c'est là que Sybille Marcand et Werner Barneau apparaissent et annoncent à l'Assemblée ébobie que dès le soir même, fondement de l'art de contemporain sera mis aux enchères sur le lieu même de sa création. Et là, l'enthousiasme ne connaît plus de limite. On a l'impression d'être à Paris, le 25 août 44 pour l'entrée de la 2e DB. Et alors, comme un climax à cette scène de liesse artistique, il y a un feu d'artifice qui éclate soudain dans les jardins, tandis que résonne soudain, puissant, immémorial, le chant grave d'une baleine, comme surgi des profondeurs océanes et répercuté par toutes les enceintes. C'est un son profond, presque inaudible pour une oreille humaine, mais qui fait vibrer les coupes sur les plateaux, les pendeloques des lustres, les brillants des parures aux oreilles des femmes. Et l'œuvre, nouvellement créée, le tout à 17 Hertz. Exactement. Alors la première à s'apercevoir de la chose, c'est Sybille, qui délaissant les dernières fusées pour revenir admirer son fondement, si vous me pardonnez ce raccourci. Sybille donc qui croit un instant à une plaisanterie, voire à une hallucination, quand elle découvre sur le chevalet une toile blanche, enfin presque blanche, puisqu'elle porte en signature une adorable petite baleine qui rappelle celle du sel Cérébros, lequel surmonte cette sentence. Pour recel de faux tableaux, Sybille Marcand a été condamnée au maximum de la peine, sans toutefois l'effectuer, car elle a fait appel et que ce nouveau jugement traîne beaucoup. Kebrac a été jugé moins sévèrement, mais ses moyens étant moins élevés, son avocat n'a pas su lui éviter une peine de 18 mois ferme. Il est sorti depuis, mais peine à retrouver un statut d'artiste bankable. Au civil, Werner Barneau a eu gain de cause. Il n'est pas pour autant rentré dans ses fonds, car comme vous le savez, on ne tombe pas un œuf et Sybille Marcand avait su organiser son insolvabilité. Cependant, si vous étiez inquiet pour lui, je vous rassure, le tableau iconoclaste dont il est resté l'heureux propriétaire pourrait bien un jour, vu sa notoriété, éclipser même le dindon d'acier. Inépuisable pouvoir de récupération de la société du spectacle. Nina Babic, poursuivie pour faux, mais aussi pour destruction d'œuvres, puisqu'il y a eu création d'œuvres avec l'ajout de la signature de Kebrac. Nina, donc, n'a donc pas pu être jugée car elle a disparu des écrans radars, comme on dit. Comme toujours, des bruits courts, on l'a vu ici, on l'a vu là. Une rumeur, peut-être, m'a paru plus vraisemblable. En tout cas, je l'aime bien. On parle d'un couple qui traîne dans certains ghettos du monde, là où les gens perdent toute humanité, parce qu'on ne les regarde plus. La femme les peint, et puis leur offre le portrait. L'homme, un grand type à l'air pas commode, la contemple d'un air étonné. Et nous sommes là, avec ce sentiment qu'on éprouve à la fin d'une histoire,
Moitié dans ce qui vient de finir, moitié dans ce qui va reprendre. J'espère que l'histoire de Nina a su vous convaincre qu'il y a toujours un cœur qui bat dans l'art. Un cœur avec un grand C, dans un art avec un petit A. Ce cœur peut parfois faire battre le vôtre ou le mien. Chacun pour des raisons différentes, chacun pour des œuvres différentes. Qu'importe. Par-delà les noms, les définitions, les écoles, les chapelles, l'art nous offre de vivre un instant dans un espace à la lumière de ceux qui ont créé ces œuvres, et y mettant tout ce qui les anime, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qui les fait vivre. Alors quand vous aimez, bon sang de bois, achetez! Achetez la nouvelle télé, attendra. Achetez pour ramener chez vous un peu de cette lumière. Et achetez pour faire vivre ceux qui mettent tout ce qui les anime dans la création de ce qui fait de nous des êtres humains. L'art. Merci. Cathy Delimoche, Jean-Luc Rochefort, Frédéric Vergniaud, Martin Geffroy et Nelly. Et merci infiniment à Christine et Jean-Yves qui nous accueillent ici dans ce cadre extraordinaire. Merci bien sûr à vous d'être venus. Et merci à Patrick Mekucci pour le